le laboratoire de l'égalité soutient le podcast L'Esprit des pionnières. Marchons sur les pas des pionnières. Elles explorent des terres inconnues et ouvrent la voie vers de nouveaux horizons. Femmes libres, audacieuses, aventurières, elles vont vous raconter leur histoire. Les pionnières s'affranchissent des interdits, s'immiscent dans des sphères professionnelles jusqu'alors réservées aux hommes. Elles sont aussi sportives, scientifiques, artistes, militantes. En elles brûle la flamme des pionnières, une série présentée par Cavalcade. Je participais à chaque raid. Et une nuit, on avait fait irruption dans un nightclub. Il y avait des escaliers et je me souviens, tout en bas, il y avait deux petites filles. Et je voyais que leurs yeux. Et leurs yeux, c'était la terreur dans leurs yeux. Et je crois que c'est pour ça que j'ai jamais cédé. Ce sont les victimes qui m'ont donné la force. Chaque nuit, dans plusieurs villes de Bosnie, Célia de la Varenne organise le sauvetage de dizaines de jeunes filles retenues prisonnières et prostituées par la mafia yougoslave. Nous sommes en 2001 dans les coulisses d'une mission de l'ONU inédite. Dans cette deuxième partie, les confidences des victimes vont permettre à Célia de la Varenne de mieux comprendre le fonctionnement des réseaux. Retrouvons cette pionnière en Bosnie pour écouter la suite de l'histoire d'un combat mené par une femme contre un trafic inhumain. Vous n'avez pas idée de ce que les trafiquants sont capables de faire. Vous ne pouvez même pas imaginer. On avait appris qu'il y avait une maison dans une forêt et que dans cette maison, il y avait à peu près 5 ou 6 jeunes femmes qui étaient retenues prisonnières et forcées de se prostituer. Donc on a fait éruption la nuit, on a fait le raid dans cette maison. D'abord, les forces spéciales entraient, immobilisaient tout le monde. Ils étaient lourdement armés et je peux vous assurer que personne n'aurait pu réagir. Jamais. Et donc, quand l'endroit était sécurisé, on entrait. Et là, on a évidemment, comme d'habitude, emmené toutes les jeunes femmes et gamines, parce qu'il y en avait une qui avait que 14 ans qui était là. Et on s'est vite aperçu qu'elle était aveugle. Elle était toute blonde, toute mignonne. Et elle nous a dit, j'ai 14 ans, j'étais devenue la préférée de celui qui l'avait acheté, de son propriétaire, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Et puis un soir, il a voulu regarder un match de foot et il lui a demandé de mettre la télévision sur la chaîne qui diffusait ce match, ce qu'elle a fait, mais bon, elle s'est un peu... elle savait pas comment ça marchait et il a raté le début du match. Il a été chercher un tournevis et il lui a enfoncé dans la tête et est devenu aveugle. Quand elle nous a dit ça, je pensais à cette petite fille qui jamais plus ne verrait le ciel, la vie. On travaillait avec l'Office international de migration qui avait ce qu'on appelle les shelters. Ce sont des abris sécurisés. Et donc, ils étaient hautement gardés. Mais vraiment. Et il y en a qui restaient pas mal de temps. Il ne faut pas oublier qu'elles n'avaient ni passeport, ni papier d'identité, ni rien. Quand elles avaient un passeport, on le leur avait pris. Donc je ne sais pas si vous imaginez le bazar pour obtenir des papiers d'identité pour elles. Alors quelquefois ça allait relativement vite et quelquefois ça prenait du temps. Et nous, on mettait à profit ce temps pour les emmener à tour de rôle dans nos bureaux. Et on avait des bureaux où on avait installé de la boisson, on avait des gâteaux, on essayait de faire en sorte qu'elles se sentent bien. Mes flics les faisaient rire, parce que le tout, c'était qu'elles nous parlent. Celles qui racontaient, c'était des gamines et des jeunes filles normales, c'est-à-dire que les mineurs
était kidnappée à la sortie de l'école alors qu'elle rentrait chez elle, emmenée à Timișoara en Roumanie dans une pièce où il y avait, dans un endroit où il y avait une vingtaine de jeunes filles, comme un marché au bétail, c'est-à-dire qu'on les palpait, on les tâtait, on regardait leurs dents et puis on les vendait, quoi. Et après on les essayait pour voir. Et puis, une fois le prix payé, on les acheminait dans différents endroits de la Bosnie. Il y en a d'autres, quand elles sont plus âgées, c'est-à-dire quand elles ont 18 ans, elles viennent la plupart du temps, elles venaient de petits villages ukrainiens, moldaves, roumains ou russes parfois. Et ce sont des jeunes filles qui sont, elles sont un peu simples, elles n'ont pas été à l'école souvent. Et ce qu'elles veulent, c'est trouver un travail pour faire vivre leur famille. Donc il y a un jeune homme, bien sous tout rapport, qui vient et qui leur propose un travail, ou elles répondent à une annonce dans le journal. C'est comme ça que ça se passe. Et puis finalement, elles se retrouvent dans un bordel parce qu'il n'y a pas de travail. Mais je n'en ai jamais rencontré, jamais. On en a rencontré 3000. Et sur les 3000, il n'y en a pas une qui m'a dit « je voulais faire ça ». Pas une. Elles ont toutes été soit kidnappées, en tout cas achetées et vendues, et revendues et revendues et revendues. Toutes ces douleurs, tous les maux. Et je me souviens de quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Il y avait une jeune fille blonde qui se comportait mal avec les autres. Et j'avais été obligée de lui dire, écoute là, moi je sais pas ce que je vais faire de toi, mais ça suffit. Elle me disait, je veux retourner dans le bordel, moi j'ai décidé d'y aller, je suis bien là-bas. Et puis un jour, elle me dit, je veux te parler. Donc on va avec mon interprète, on l'emmène avec nous. Et elle me dit, regarde. Elle me montre un petit carnet noir dans lequel il y a mon nom et mon numéro de téléphone. Et je la regarde et je lui dis, pourquoi tu as mon numéro de téléphone ? Elle me dit, parce que je savais que je pourrais t'appeler si j'avais un problème. Est-ce que tu veux que je te dise pourquoi je me suis conduit comme ça ? Je lui ai dit, si tu as envie, tu me le dis. Elle m'a dit, j'ai un enfant, j'ai un bébé de 2 ans. Il est dans ma famille. Et si je ne me conduis pas comme je me conduis actuellement, on va tuer mon enfant, tu sais, ils me l'ont dit. Et ce jour-là, j'ai compris que c'était pire que ce que j'avais imaginé. Et j'ai le souvenir d'un des pires trafiquants. Il était considéré comme quelqu'un d'extrêmement dur. Et un jour, on m'appelle pour me dire que il veut me voir. J'ai envoyé un de mes flics le chercher. Il est arrivé, très charmant, bonjour, voilà, écoutez, j'ai décidé de changer de trajectoire. Plus jamais je ne m'occuperai des filles. En revanche, je m'occuperai de la drogue. Et au moment où il va partir, il me dit, ah vous savez, ma femme est enceinte, elle va bientôt accoucher. Et je lui dis, ah bon, vous allez avoir un bébé, c'est quoi, un garçon, une fille ? Il me dit, c'est une fille. On se retrouve en face d'un gouffre parce qu'on se dit, mais c'est pas possible. Tous les tortionnaires, tous les bourreaux, tous les dictateurs, finalement, ils sont de bons pères de famille. Et il y a quelque chose qui va pas. La mission a pris fin le 31 janvier 2003, si mes souvenirs sont bons. Je n'ai jamais agi en tant que femme, homme ou je sais pas quoi, j'ai agi en tant qu'être humain. On ne peut jamais revenir à une vie normale quand on a fait ce que j'ai fait. Parce que quand on est dans l'action, on n'a pas le temps. C'est en rentrant, tout d'un coup, je me suis dit, mon Dieu, toutes ces jeunes filles, et ce qui me tracassait, c'est que les trafiquants allaient recommencer puisque je n'étais plus là.
Quand on m'a demandé pour la première fois de créer un programme de lutte contre la traite des personnes aux fins sexuelles, c'est vrai que je ne savais pas que ça existait parce que c'était pas mon milieu, parce que je savais pas. Mais en fait, après m'être renseignée, je me suis aperçue que ce qu'on appelait il y a très longtemps la traite des blanches, c'était ça. Et il y a toujours eu ces jeunes filles ou ces petites filles qu'on enlevait ou qu'on forçait à se prostituer en promettant un travail, etc. Donc ça a toujours existé. Pourquoi ? Parce que ça rapporte énormément d'argent. Quand j'étais en Bosnie, le trafic sexuel sur une année a rapporté 7 milliards de dollars, c'est-à-dire plus que le trafic de drogue et d'armes, ce qui dans un premier temps avait été contesté par le département d'État américain, qui a été obligé de reconnaître ensuite que j'avais raison. Beaucoup plus, ça rapporte tellement d'argent. Donc quand on a compris ça, et en plus c'est interchangeable, une jeune femme qu'on prostitue, si elle couche avec 20 types par nuit, et qu'à chaque type on demande 300 dollars, ce qui doit être 250 €, je ne sais pas, faites le calcul, en une seule nuit, vous vous rendez compte de ce que ça rapporte? Donc, avec les migrants, c'est la fortune assurée. Regardez ce que fait Boko Haram, regardez ce que fait Daesh, regardez en Libye. Alors il y a plusieurs sortes de trafic, il y a le travail forcé, mais il y a aussi le trafic sexuel. Alors on prend aussi bien des hommes que des femmes, que des petites filles, que des bébés maintenant, puisque Daesh fait ça aussi et Boko Haram. Ils achètent, ils vendent, il y a des marchés aux esclaves, et voilà, ça rapporte, c'est l'argent. L'argent est le nerf de la guerre, on l'a toujours dit, il n'y a que ça. Mais c'est pire qu'avant, avec les organisations terroristes. Tout le monde, c'est le monde entier, le Conseil de sécurité, le monde entier, c'est ce qui se passe en Libye, tous les jours, dans les journaux, tous les jours. Il y a même eu récemment, CNN, je crois, a filmé une vente aux esclaves en Libye. Et on ne fait rien. Il faut ouvrir les yeux. Ça pourrait être la sœur de quelqu'un, la fille de quelqu'un, ça pourrait être quelqu'un de votre famille. Mais personne ne s'y intéresse vraiment, parce qu'on se dit, oh c'est loin. Eh ben non, c'est pas loin. Moi, quand je regarde à la télévision une petite fille qui a disparu, la seule idée que j'ai, c'est elle n'a pas disparu pour tout le monde. Voilà. Toujours. Quand j'entends des gens qui disent on va stopper, mais vous n'allez stopper rien du tout, ça appartient à la mafia. Alors déjà, il faut voir que c'est le crime organisé, la traite des personnes aux fins sexuelles. Et quand on sait ça, qui va se battre contre le crime organisé? Quelquefois, vous avez des gouvernements qui en font partie. Si vous n'avez pas tout le gouvernement, vous avez peut-être un ministre qui en fait partie. Alors, on va faire quoi? On se bat à son niveau, ce que je fais. Deux de mes policiers et moi, on a créé Stop Trafficking of People, qui est une organisation internationale qui souhaite ouvrir des centres de secours dans tous les pays où les jeunes filles et enfants sont amenés, elles ont été achetées, elles sont vendues pour se prostituer. Pour l'instant, on fait des opérations ponctuelles, c'est-à-dire que on est contacté parce qu'il y a une jeune fille qui a disparu. Je contacte certains des flics qui ont travaillé avec moi et que je connais, qui retravailleront avec moi d'ailleurs, et je leur dis voilà, cette jeune fille apparemment, elle a pris l'avion, elle est en transit, elle doit être là, essayez de l'intercepter. Parce qu'on avait eu ça il n'y a pas très longtemps, on avait été contacté par une jeune femme qui s'inquiétait parce que sa sœur avait pris l'avion, elle allait, je ne sais plus, je crois à Dubaï, et de Dubaï elle devait aller, je ne sais plus dans quel pays, j'ai oublié, participer à l'élection de Miss je ne sais pas quoi. Or dans ce pays il n'y avait pas. Il n'y avait pas d'élection. Donc évidemment, ça m'a pris 5 heures pour contacter tout le monde. Finalement, on a pu la localiser. Quelqu'un a été l'intercepter quand elle est arrivée à Dubaï.
Et puis bon, voilà, on l'a empêché de se retrouver dans un bordel. Donc ce sont des opérations qui sont difficiles. Récemment, on n'a pas pu intervenir pour quelqu'un et c'est vraiment quelque chose qui me, je dirais pas qui me hante, hein, je dors la nuit, mais on l'a toujours pas retrouvé. Donc c'est pas évident. Lorsqu'il y aura des pays tels que l'Arabie Saoudite, le Yémen, dans lesquels les femmes n'ont aucun droit, quand des femmes arriveront à la tête de ces pays-là, alors oui, je rêverai. Il y aura une présidente en France, un jour, c'est pas un rêve, ça viendra. Mais par exemple, voir une femme à la tête de l'Arabie Saoudite, vous imaginez? Mais c'est extraordinaire. Une Iranienne à la tête de l'Iran, alors oui, je rêverais. Ah oui, oui, ça c'est un rêve. Vous venez d'écouter L'Esprit des pionnières. Si vous avez aimé, vous pouvez nous laisser un commentaire et plein d'étoiles. Votre avis nous intéresse. Et n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée.